d'abord, avant de commencer cette session, vous remercier tous pour votre présence d'hier et votre présence d'aujourd'hui massivement pour pouvoir terminer cette longue journée avec l'Académie du Vatican. Je vois beaucoup d'universitaires et de chercheurs sur cette question qui sont déjà avec nous. Ensuite, il y aura une deuxième session sur l'utilisation des terres, l'agriculture et les systèmes alimentaires résilients. On va y greffer les notions de bioéconomie qui ont aussi été abordées hier pendant quelques discussions. Ensuite, je pense qu'on va parler des technologies, de l'innovation, de la recherche transformationnelle pour une action durable et résiliente face au changement climatique, particulièrement sur les questions d'eau et d'irrigation. Et enfin, je pense qu'on va parler des questions de transformation sociale, comment renforcer la résilience avec l'ensemble des parties prenantes en évitant les hommes de foi et la gouvernance multireligieuse, multiniveau pour un dialogue interreligieux. Bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici à Dakar, au Sénégal, et surtout pour essayer de discuter ou d'échanger sur un sujet crucial et important, la question du climat, et en particulier sur la résilience aux extrêmes climatiques, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel. This is neglected by the Africa. The African policymakers have not yet understand the strategic and geopolitical nature of energy. And then energy is water, energy is agriculture. If we want to transform fundamentally the agricultural system in Africa, energy is one of the key drivers for that. And then we are neglecting that. And that this is fundamental element of energy, is part of life. And then the third element is that on the weather issue, we need to bring in the issue of nature-based solutions. And then we know that this is critical. But the most important, and then in this, if we want, and then to bring the resilience to extreme weather in West Africa, it's critical, fundamental that, we try to look at integrated planning and then stronger institutions. Certainement, si on avait fait plus attention au début à ce qui se passait, donc du point de vue du climat, et qu'on avait une meilleure connaissance, et certainement si on avait une meilleure connaissance de ce qui allait se passer dans le futur, et certainement si nos politiques publiques étaient mieux préparées, donc là on se prépare encore à la résilience, mieux préparées à subir ces chocs-là, et donc étaient mieux préparés à considérer le climat dans les opérations de tous les jours, les politiques publiques. En gros, certainement qu'on aurait connu notre Sahel, voilà, malgré la sécheresse. Voilà, donc ça c'est un exemple intéressant qu'on a tendance à oublier. C'est peut-être parce que le Sahel est petit, peut-être que parce qu'on n'a pas suffisamment de visibilité, peut-être que nos scientifiques aussi n'en parlent pas suffisamment, peut-être que parce qu'on ne produit pas suffisamment de connaissances. Mais ça, c'est un exemple patent de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est un exemple aussi de sur quoi on doit apprendre, les leçons qu'on doit apprendre pour pouvoir préparer le futur. Parce que la résilience passe par ça, de mon point de vue. La disponibilité de connaissances, suffisamment de connaissances, la préparation, niveau de préparation, tout le monde, les différents acteurs, je ne vais pas revenir là-dessus, mais également avoir des politiques publiques qui puissent considérer finalement l'évidence, quoi, en quelque sorte. Et l'évidence, elle est scientifique, mais l'évidence, c'est aussi la réalité que vivent les populations. Depuis ces 50 ans, nos interventions, quelles difficultés nous avons rencontrées? Elles sont diverses et j'en retiendrai quelques-unes ici. Et le professeur tout à l'heure abordait une de ces difficultés. C'est laquelle? C'est le problème entre, le gap qu'il y a entre les connaissances qui aujourd'hui s'améliorent et leur mise en œuvre pratique. Pourquoi?
Aujourd'hui, nous avons des centres, nous avons des outils technologiques assez performants qui permettent de générer de l'information de qualité. Alors, pourquoi malgré cela, nous tardons à intégrer et à agir, à prendre en compte ces éléments pour pouvoir anticiper et pour pouvoir être plus résilients. Donc ça, c'est une des difficultés que nous rencontrons. We also know that women bear a disproportionate burden of these impacts. I think someone yesterday was mentioning the role of women in the agricultural workforce across the Sahel, up to 80% of that workforce being women in many parts of this region, with limited land rights or access to inputs and finance that reduce their ability to bounce back after a shock. So early action here that is based on forecasts before a disaster unfolds can save lives, protect livelihoods, but it needs protocols, financing mechanisms, and community-level preparedness that are all in place before a disaster or an impact happens, right? It's much easier to do this work when we are not in a state of crisis, which I know at the moment is a smaller and smaller window. My last point is on this issue of cross-sectoral and cross-ministerial collaboration. So I was very happy to see we have health experts here, we have livelihoods and livestock experts here, as well as, of course, climate and disaster resilience experts. But this needs to be brought together in a more structural way. So national frameworks, things like a national platform for disaster risk reduction, can help bring these different planning processes together. One of the examples of work that we've been supporting is the comprehensive risk management approach. So looking at countries that are developing their national adaptation plans or their nationally determined contributions on climate change and seeing how we integrate disaster risk reduction into those conversations. The same thing needs to happen at levels of national budgeting and financing discussions, national investment planning discussions. Where you will build a road or a school or a hospital is as important as a question as how you will build it, using what information, connecting which data sources. So the more that we can systematize this across agriculture, health, finance, urban planning, the more effective that we can be. Make impact-based early warning a regional standard, finance anticipatory action as a routine public function, and build an ecosystem where science, local governments, and communities sit together to co-produce solutions. Remember this, WASCAL stands ready to support. We've been doing that for the past 15 years and we'll continue doing that in the future with climate intelligence, platforms for data sharing, tailored services, and capacity development so that resilience becomes measurable, financed, and implemented where it matters most, at local level. L'expérience qu'on a eue dans les pays, c'est qu'on a besoin d'être accompagné par ceux qui s'occupent de la planification au niveau du ministère de l'économie. Au Sénégal, on a commencé par et on commence à avoir des résultats en étant accompagné par ceux qui font de la planification au niveau des budgets. Parce qu'il faut qu'ils comprennent d'abord tous les enjeux du changement climatique, depuis les risques, les impacts et aussi les mesures d'adaptation, comment ça impacte sur l'activité économique. On a besoin de beaucoup de renforcement de capacité pour ça, que ce soit au niveau des sectoriels, au niveau des, je disais tantôt, du ministère du Plan, du Parlement, des organisations de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales, des organisations de paysannes. Donc tous ces acteurs ont besoin d'être renforcés justement pour une meilleure intégration du changement climatique dans la planification, que ce soit au niveau local qu'au niveau national. Now, by 2030, agriculture and food in Africa is projected to be valued at $1 trillion. So this isn't, small money. This is big business. By 2050, a quarter of the world's population is expected to be African.
about 2.5 billion people. About 32% of that will be West African, over 800 million people. I think it's not an exaggeration to say climate change is an existential crisis. We're not going to talk about where the shocks are coming from or the implications of the shocks. I think we've heard more than enough of that. These were well articulated through the keynotes and the framing remarks yesterday from our eminent speakers. What we would like to discuss are the technologies. What are we doing now? How are we utilizing the know-how, what we've acquired, the technologies we've acquired, the knowledge we've acquired? Where are the potentials for scaling? And also, what is holding us back? I think this is the biggest issue for the ST of MAST, mitigation, adaptation, societal transformation. You can't transform without renewing your mind. So what is holding us back from the renewal of the mind? Is it financial? Is it political? Is it everything in between? Effectivement, il y a des technologies qui sont mises en œuvre, qui sont élaborées par la recherche, notamment par l'ISRA, et qui concernent le matériel végétal dans un premier temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites donc, en matière de sélection, de création variétale, pour justement faire face à ces problèmes de hausse de température sur les cultures, à ces problèmes de sécheresse sur les cultures. On vient de développer un outil qui s'appelle Simagri, qui permet de voir en fonction de la prévision saisonnière quelle est l'espèce et la variété qui serait plus productive, en tout cas qui serait plus résiliente par rapport à ces prévisions-là qui sont donc fournies sur la campagne à venir. En Afrique de l'Est, on a mené des expériences très intéressantes d'introduction de l'assurance indicielle, qui est basée donc sur un certain niveau de biomasse à partir desquels on déclenche le paiement donc, de la prime d'assurance. Parce que la biomasse peut baisser, mais comme l'éleveur est intelligent, peut-être qu'il a déjà bougé. Donc ça rend votre modèle un peu quand même compliqué d'un point de vue business model. Tu es en train de payer à quelqu'un qui n'a pas subi le risque en fait. Donc du coup, il nous a poussé à travailler. On développe d'autres mécanismes avec le CASNet qui consiste à collecter des données à très haute fréquence auprès de ces populations rurales. C'est le CASNet. Je pense qu'en associant les deux, on arrive à être beaucoup plus efficace dans la prise en charge de ce genre de situation qui permet donc aux éleveurs de pouvoir aussi faire face à des pertes liées à la sécheresse. Tous les déterminants dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est clair et heureusement d'ailleurs que vous nous aidez beaucoup en comprenant le réchauffement climatique. C'est surtout son rapport avec la santé des populations. Quand vous parlez de pollution, tout de suite nous sommes interpellés parce que pour nous, cette pollution interpelle dans ses rapports avec l'être humain et donc la santé. Finalement, tout ce que nous faisons, on ne s'en rend pas compte, mais c'est pour la santé. Il faut aussi former les éleveurs parce que nous avons notre réalité que nous devrons débattre au sein de nos organisations. Pour vous donner un exemple, vous pouvez sortir ici, faire tour au niveau des standards. Vous posez des questions, les ambulants. Vous ne trouverez jamais un fils d'éleveur. Tous les fils des éleveurs sont restés dans leur métier. Moi, je pense que c'est très important de les fixer dans leur métier. Vraiment, je vous félicite, monsieur le directeur. Peut-être nous n'avons pas de concertation entre nous, mais je vous suis beaucoup avec intérêt. Donc, ce que vous faites, je l'encourage. J'embrasse ce que Abdourahmane disait tout à l'heure. Une solution bien conçue au Danemark n'est pas forcément applicable en Afrique. Il faut domestiquer cette science, il faut utiliser ces connaissances endogènes. Ce que mon ami Sow peut apporter en termes de connaissances endogènes pour permettre à cet élevage d'être résilient, ils l'ont été de toute façon bien avant le changement climatique. C'est des pratiques séculaires qui sont à la fois culturelles, et pratiques humanitaires, mais aussi pratiques de production, d'emploi et de développement économique tout court. Ils n'attendent pas la science pour pouvoir avancer. Et je pense que Marcelo a bien raison de rappeler qu'il y a des connaissances endogènes sur lesquelles il faut s'appuyer
pour résoudre ces questions de crise climatique tout à l'heure. Si vous avez 1 hectare de riz et vous avez le facteur d'émission pour l'hectare de riz, vous le faites, vous avez, c'est ça. Secondo, ces facteurs, comme vous le dites, sont basés sur des essais et en dehors de l'Afrique. Donc, ce n'est pas spécifique aux pays africains et même pas à l'Afrique. Mais je voulais vous dire et vous rassurer qu'il y a aujourd'hui des outils pour le faire, non seulement pour chaque pays, mais au niveau local et le faire à travers le temps. Donc, on peut mesurer aujourd'hui les émissions, non seulement au niveau de Matam, ou bien de Kaolack, ou bien de partie de Kaolack, mais on peut les mesurer de janvier à décembre, ce qui vous donne une progression à travers le temps et une spécificité géographique et locale. Notre directeur qui est chargé de ça est ici aujourd'hui, je pense qu'il va en parler cet après-midi. Mais ça me permet aussi de vous signaler cette série de publications dans lesquelles vous trouverez 2 ou 3 sur ces technologies d'estimation basées sur des données satellitaires et des données géobiophysiques pour mesurer la quantité de gaz émis par les différentes spéculations agricoles, les écosystèmes, les zones urbaines et ainsi de suite. Il y a un bon progrès au niveau scientifique et au niveau des services scientifiques qui sont rendus pour le développement. Et dans beaucoup de présentations ici, on a pu remarquer comment on est en train de repousser quand même de plus en plus loin les frontières de la méconnaissance d'un certain nombre de choses. Ça, je voulais que ça soit bien perçu et qu'on ne peigne pas les choses complètement noires, mais qu'il y a véritablement des progrès. There was the very important question, how can technology serve the producers? The answer is all technology serves both producers and consumers because it stabilizes and brings down prices and costs. So there is no technology that only serves the producer. Third comment, there are opportunities for producers in West Africa to benefit from climate change through entering the carbon market, the voluntary carbon market, because there is willingness to pay internationally, willingness to pay for reducing greenhouse gas emissions. Thousands of farmers in India and new programs in Kenya are already in this market. Typically, maybe $20 to $30 per acre is possible in certified carbon markets to be gained by producers and by herders. Again, this is innovation where technology and organizational innovations come together. I think Senegal in particular, with its excellent digital infrastructure, should be at the forefront in West Africa to facilitate access by small farmers to gain from the carbon markets. This is not only for mitigation, but it is also for adaptation, because reducing greenhouse gas emissions through land use change, through adaptation of biomass on the fields, land cover approaches that keeps the land covered with green material, serves both adaptation and mitigation. So it's for M&A in our must strategy, but it requires also the institutional innovations, collective action, working together among all of you who contribute so excellently to this workshop here. Thank you. As someone said, yeah,
Yes, yesterday, Pope Lion said, enough talk, more action. So we have to move to solution for climate resilience. Our topic is based on the topic Technology and Transnational Research for Climate Resilience, Sustainable Action, including water management and irrigation. Our panelists, we have 5 panelists, and what it will be asked to them is to give answer to this main question. How can science, meaning research and technological innovation, could be a real support to communities, policymakers, and local administrators for climate resilience in order to promote a sustainable development? La résilience en Afrique de l'Ouest progresse grâce à 2 moteurs clés, le renforcement des capacités humaines et le développement de solutions locales innovantes. Donc pour nous, ce n'est pas la résilience, ce n'est pas un slogan, c'est une capacité collective construite par l'inclusion, l'innovation et la collaboration. Et tout à l'heure, on disait, si nos innovations, on doit faire en sorte que nos innovations doivent s'adapter au contexte local. Est-ce qu'on peut les utiliser au milieu de nulle part? Les solutions existent déjà, y compris pour la gestion de l'eau. Nous devons maintenant les amplifier. Le deuxième message, c'est que la science africaine doit être au cœur de l'action. Nous devons être en partenariat avec nos collègues des autres continents, mais nous devons nous donner les moyens pour que cette science africaine arrive à renforcer l'autonomie de nos communautés en travaillant sur les priorités publiques continentales. Et le troisième message, c'est que la résilience climatique doit devenir une priorité d'investissement stratégique pour nos pays, surtout sahéliens. Et permettez-moi de clore mon intervention en rappelant que l'Afrique de l'Ouest n'est pas seulement une région vulnérable, elle est un laboratoire de solutions, notamment autour du nexus eau-agriculture-système. And what we realize is there is a trend between temperature, rainfall, and the methanogenesis, which is the process of emitting methane. And it's different depending on where you are. So why am I mentioning this is the power that it brings to get into the carbon market as well. And just to make sure we have a reliable MRV system that helps to measure that. And another example that also we are about to publish is the measuring the potential of carbon market on trees in Africa. The first result I can share here, Senegal can earn approximately 3% of its GDP annually if we just put all trees that we have in the country in the carbon market. We do understand that there are no new trees that we put in the market, but I think Prof mentioned the voluntary carbon market. But what about creating actually an African carbon market? I think developing an MRV system that helps us to measure ourselves what we have on the ground, but at the same time to trade with other markets that we have in the world. Que les secteurs privés pourraient avoir un système commercial autour des technologies climato-intelligentes qui ont été développées. Aujourd'hui, les technologies sont là, les approches sont développées, mais cela freine à aller à l'échelle parce que il y a très peu d'incitation du privé à pouvoir saisir les atouts que regorgent ces technologies. Et ça a été dit hier par Dr Badian, qu'il faut vraiment mettre l'accent sur comment est-ce que le secteur privé peut valoriser les atouts liés au risque climatique. En plus donc des données, on a également le besoin donc, de promouvoir ce qu'on appelle la gestion de l'eau, la gestion de précision, pour ne pas dire de l'agriculture. Parce que si on dit l'agriculture, on va exclure un peu l'élevage. Et en utilisant les nouvelles technologies. Par exemple, quand on parle d'irrigation, souvent on a l'impression qu'on doit aller juste évacuer l'eau et mettre dans les champs. Et puis on observe.
Mais on peut utiliser les technologies nouvelles pour pouvoir rendre cette utilisation de l'eau beaucoup plus efficiente. Et ça, je le dis parce que dans le nord du Sénégal, tout le monde connaît comment se fait l'irrigation là-bas. C'est par gravitaire. Je ne suis pas agronome de formation. On tire l'eau du fleuve et on met dans les champs et on laisse couler. Ça percole, à perte de vue, parce qu'on a assez d'eau. Mais le jour où l'eau va commencer à manquer, on va... Donc, ce n'est pas un zeste de résilience. Donc, le jour où ça va manquer, il va falloir trouver les moyens. Les scientifiques, ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'on parle beaucoup de science. Mais qui comprend la science? Qui comprend cette science? Donc, il faudra que nous essayions d'être mieux compris, mais il faut que les décideurs aussi croient en... Il faut africaniser la recherche, comme disaient tout à l'heure mes collègues. On ne peut pas importer les solutions. Ça ne va pas passer. Et j'aimerais vraiment que dans ces conclusions, qu'on puisse en tout cas sortir de cette salle pour mieux comprendre, mieux valoriser le scientifique, les communautés. On ne peut pas laisser les villages africains vides. Malheureusement, c'est un phénomène au Sénégal. Tout le monde veut être dans la ville. Mais les villes vont se nourrir à partir des produits qui viennent des villages. Et c'est en cela qu'il ne faut pas oublier que c'est important de donner de l'espoir, de donner de la vie. L'élevage est très important. Les pays sahéliens sont des pays où l'élevage, sans l'élevage, le Sahel ne va pas exister. Maintenant, nous avons avancé, mais nous voulions avancer avec vous. Et par rapport aux données, la recherche, comme l'a dit Dr Diouf, on a assez recherché. D'ailleurs, beaucoup de pays de la sous-région ne financent plus la recherche. Ils viennent tirer nos tiroirs et aller faire des actions concrètes. Maintenant, nous, par rapport à la recherche, ce qu'on voudrait demander à cette année internationale des agricultrices, c'est des données genrées, Dr Diouf. Genrées. Quand je prends l'agroforesterie, nous sommes en pole position. Mais il n'y a pas de données qui prouvent ça. Quand nous prenons la restauration des surfaces dégradées, quand les femmes demandent la terre, on leur donne les terres les plus dégradées. Cette opportunité, cette contrainte, nous l'avons transformée en opportunité avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. Nous sommes champions dans la restauration des surfaces dégradées. La culture fourragère, le niébé fourrager ainsi que le maralfalfa. Mais ça fait 10 ans que nous expérimentons cela. Mais le défi, c'est la mise à l'échelle. Et la mise à l'échelle demande des financements. Mais par rapport à ces financements, essayons de faire une analyse genrée. Qu'est-ce qu'on a reçu comme financement et qu'est-ce qui va réellement à ces agricultrices qui sont les championnes de la résilience? So God created in the Quran, creation is entrusted to us as stewards of creation, affirming that God in the beginning created the world in a balance, mizam. Okay? God created the world in a balance, enabling and inviting us to maintain and keep this balance. So the human person is very much involved in the state of the world and everything that happened. That's why, after listening to science and all of that, we can also come and listen to what faith inspires us all to also do. It inspires us to action, it motivates us in an action, and it also kind of undergirds our attitude for action. We have, the Imam and we have the Kab and then the Bishop from Mali to help us get into this. But since almost all of you in the room are also faith people, you're also invited to make a contribution from the perception and how your own faith inspires you. La crise climatique n'est pas seulement environnementale, elle est aussi une crise des comportements, une crise des consciences, une crise de la responsabilité humaine. Aujourd'hui, en polluant sans retenue, l'homme a rompu cette balance, al-mizan. La sécheresse au Ferlo et l'érosion à Saint-Louis sont des cris de détresse d'une nature que nous avons cessé de traiter comme une amana, c'est-à-dire un dépôt sacré. Dans notre région d'Afrique de l'Ouest, les effets sont visibles. La désertification progresse, les ressources en eau diminuent, les tensions entre communautés agricoles et pastorales s'intensifient. Ces conflits fragilisent la cohésion sociale et la paix. Il est urgent d'agir pour protéger l'environnement, gérer équitablement les ressources et renforcer le dialogue entre les communautés. C'est quand le pape Jean-Paul II est venu en Afrique, précisément au Burkina Faso, le 10 mai,
1980 qu'il a été frappé par la sécheresse qu'il a vue et les méfaits, notamment les méfaits liés à la sécheresse de 1973-1974 et la famine. Et de ce fait, il a lancé un appel qu'on appelle l'appel historique de Ouagadougou à tout le monde entier, à Ouaga, pour que les gens lui le soutiennent avec de l'argent pour pouvoir aider ses frères du Sahel. Qu'il me soit donc permis d'adresser à tous en Afrique et au-delà de ce continent un appel solennel à ne pas fermer les yeux devant ce qui s'est passé et ce qui se passe dans la région sahélienne. La question se pose de savoir dans quelle mesure la diplomatie religieuse et spirituelle peut participer aux stratégies d'adaptation climatique. Cette communication repose sur l'hypothèse selon laquelle l'autorité morale des leaders religieux et spirituels conjuguée aux références partagées issues de ces traditions peuvent favoriser la sensibilisation environnementale, encourager des pratiques durables et renforcer la solidarité communautaire face aux crises climatiques. Le dialogue interreligieux ouvre des perspectives concrètes pour une gouvernance climatique plus inclusive, fondée sur la coopération, la médiation et la cohésion sociale. Il permet de dépasser les clivages pour construire une vision commune de la protection de l'environnement comme responsabilité partagée. En somme, la résilience climatique ne se construit pas uniquement dans les laboratoires, les institutions ou les politiques publiques. Elle se forge aussi dans les consciences, les valeurs et les pratiques quotidiennes des communautés. Je pense que cette résilience, comme l'a dit l'imam, la résilience se forme à travers les consciences. Et l'éveil des consciences, la formation des consciences, c'est d'abord dans le cœur, c'est d'abord dans les prêches qu'ils entendent, c'est d'abord dans les invitations, dans les églises à changer. Nous venons de vivre, et nous sommes en train de vivre encore pour nous chrétiens, le temps du carême, et nos frères musulmans également ont vécu le ramadan. Temps où l'on invite à la conversion des consciences, pour prendre en compte, en tout cas cette dimension que Dieu nous donne, qu'est le monde. Dieu nous donne le monde, et comme l'a dit Imam, et il vit que tout ce qu'il avait créé pour nous était bon. Et il nous a mis au milieu pour que nous en prenions soin. Over 2 days of brilliant interventions, we've come to embody the Platonic ideal for education. That is, endeavoring to bring together the pursuit of truth, logic, and science, the pursuit of beauty, aesthetics, and the pursuit of justice. To build climate resilience, we affirm that we are the architects of the pathways to build a sustainable humanity and a sustainable world. We affirm that faith, reason, and civil society are our moral engines. We affirm that the smart and locally relevant use of technology and data, when translated into local action, becomes the guiding principle for humane, scholarly, accurate decision-making. In the spirit of Pope Francis, quote, "We are not seeking a fragile balance with creation, but a just
harmony, just harmony, in which every creature finds its rightful place. Our care for the earth is a moral obligation, not a political option. Echoing the words of Pope Leo, man's work is not merely for his own good, but for the common good. The dignity of human labor is inseparable from the stewardship of the earth and the welfare of future generations. With these guiding lights, and with the wise and just words of our imams, caliph, cardinal, and bishops, we advance a West African resilience agenda and Dakar's enduring pledge to protect the most vulnerable, restore ecological balance, and build a just and sustainable future for all of West Africa. Muchas gracias. Imam Babu, Caliph Amadou Ba, Bishop Florent, Cardinal Turkson. If we reflect on this conference, the session which we were just participating in and which you so ably enriched with your words, is probably the most impactful, which distinguishes this conference from any normal climate conference. So I thank you for that. We had 10 other sessions in this conference, and each of the sessions was a highlight. So yes, the 11th session was the most telling one, I venture to say, but the science-related sessions, the action-related sessions were all very important because they provide the foundation for action which you have asked us to pursue. Climate change is an issue of destruction of nature and an issue of human suffering. The opportunity of climate change is that we reverse course, that we address human suffering, that we address the destruction of nature. Climate change as such is no opportunity. It's a huge challenge before us. We take away from the session which we were just living through that it is sinful not address climate change because of the destruction of nature and the suffering of people, because climate change kills those who are vulnerable. So that's why it's a religious, a moral and ethical issue. Thank you for that. Bajan alluded to when he was director of IFRI. If you don't know, Joachim was a board member of START when I was in Washington, D.C. And how many books and knowledge has been produced under his leadership? How many scientists across the world globally, north, south, east, west, Joachim has trained. If he knows you one day, you are trapped in doing science for the rest of your life. But thank you so much, Joachim, for being such a good leader in science in West Africa. Thank you so much. What has transpired here on how we can go from the knowledge we have, the understanding we have, toward action on the ground that make changes palpable is so powerful, because climate change, Joachim said it, is here to stay. It's a new normal. So how do we thrive on the climate change is going to depend on us going back to doing things right and doing the way we should do them. I see this whole thing, Your Eminence, the summits
and hopefully the consensus coming out of it being something concrete, action-oriented, in particular here for West and Central Africa and the Sahel, to have all this knowledge come down to telling us what to do. If you listen to everybody who was here, where they spoke, where there's mobility here from the national to the local level, whether it's public health, whether it's technologies, there is a lot that we can bring together and harvest and do something. And I look forward to an outcome here, but also from the overall process, something that will help us learn how to go back to doing things right, to living with nature, but also living with a world and changing climate. I would like to also add to my thank to all of you who have made time here to come and spend the time with us. Thank you to our faith leaders, to academics, to our farmers, social society participants, and others. So thank you to all of you. I also would like to thank our team at Academia 2063, Dr. Butake and all her colleagues, the team at CSE, and working so hard and tirelessly, Matthew, and I'm sure a lot of other people behind him at UMass that got us to where we are here and what we're doing. And I'm sure a lot of other people, logistics here in the hotel that help us get to where we are, from lights to sound to everything. The most invisible but heard by everybody, every time, everywhere, our translation team in the back there. So thank you everybody for your time, for your contribution, and we look forward to making good use, all of us, of the outcome from here. Thank you.